Bonjour et bienvenue au stand We Do Biz. Nous sommes aujourd'hui à l'université d'été du MEDEF où je vous propose de partager un moment unique qui va traiter d'abord du monde dans 20 ans, de l'entreprise dans 20 ans et de la France dans 20 ans. Merci d'accueillir pour 20 minutes, puisque le signe des 20 est installé, Elsa Godard. Que dire d'Elsa Godard ? C'est une conférencière à John-C. Bonjour, je suis donc philosophe et c'est dans ce contexte-là que je voudrais proposer une réflexion qui n'est pas donnée ni simple pour un philosophe, c'est-à-dire parler d'une certaine manière de prospective. Autant on peut dire que le philosophe est un homme de son temps, autant on peut dire qu'il a beaucoup de mal à pouvoir anticiper ce qui va advenir. Cependant, je voudrais vous proposer ici une réflexion qui nous permette de pouvoir envisager quel pourrait être notre bien vivre ensemble dans une projection d'ici 20 ans. Pour ce faire, je voudrais partir d'une situation, d'un diagnostic en clair, en 2 temps. Tout d'abord, je voudrais rappeler une des prévisions qui avait été faite en 2015 par le Leading Edge Forum, un laboratoire de recherche américain, qui avait prévu 7 disruptions, c'est-à-dire 7 points de rupture. Et aujourd'hui, on verra que ces 7 points de rupture présentés en 2015 s'avèrent tout à fait exacts. Donc, parmi ces points de rupture, la première des choses, c'est que désormais, nous sommes devenus le média. Il n'y a plus d'intermédiaires, il n'y a plus de diffuseurs, de producteurs. Nous sommes les médias. Premier point. Deuxième point, la frontière entre le réel et le virtuel tend largement à s'estomper. C'est aussi une chose que l'on peut vérifier. Troisième chose, le pouvoir accru des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont devenus un véritable pouvoir, pouvoir politique, pouvoir économique, pouvoir d'expression, très important, de communication. De plus, dans un contexte hyper communicant, la priorité est faite sur la culture de la transparence. De la même manière, l'importance du sans-fil, c'est une chose aussi qu'on vérifie aujourd'hui, ou encore le développement de nouveaux matériaux pour aller toujours plus vite, comme le silicium. Et on termine évidemment par l'avènement de robots qui deviennent de plus en plus performants. En 2015, ces points d'annonce, cette prospective s'avère tout à fait exacte. Si on va un peu plus loin maintenant, est-ce que les futurologues qui travaillent sur le sujet aujourd'hui, à savoir que sera la France dans 20 ans et quel sera notre bien vivre ensemble, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre ? Rapidement, je voudrais reprendre avec vous quelques points, des points de diagnostic, des points généralistes qui nous permettraient de partir d'un constat, d'une base, et qui nous permettraient surtout de pouvoir nous projeter dans ce qui pourrait se passer dans 20 ans. Donc tout d'abord, on peut partir du climat. Tous les climatologues sont d'accord et on est tous au courant de cela. Il va y avoir une augmentation des degrés du réchauffement climatique. Donc ça, c'est quelque chose qui va changer notre rapport à l'environnement et notre rapport tout simplement à l'écologie. Le deuxième point, si on en croit Joël de René, donc futurologue, c'est l'importance de l'hyperconnexion. L'hyperconnexion, cela implique que finalement, le monde de demain, et ça tous les futurologues s'accordent sur ce point-là, le monde de demain sera hyperconnecté. Qu'est-ce que ça signifie que l'hyperconnexion ? Ça signifie qu'on sera en réseau à tout moment. Les voitures, les bus, la domotique, notre propre corps, nous serons reliés en permanence et nous serons aussi dans un monde d'interaction. Cela implique également, comme le rappelle Joël de René, que nous serons dans un contexte de symbiose entre la technique, le numérique et aussi l'homme. En clair, l'homme et son environnement seront en totale adéquation. Le troisième point qui est très intéressant, c'est celui de la robotique. Oui, il est évident que les machines connectées que l'on connaît aujourd'hui vont connaître un développement important et les robots vont envahir notre quotidien. Ils vont intégrer radicalement nos modes de vie. Et dans ce contexte, en 2016, il y a une étude qui a été proposée par un journaliste qui s'appelle Christophe Doré dans Le Figaro et qui présente le monde de demain, justement, et la place de ces robots. Et il rappelle que ces robots qui vont être de plus en plus utiles dans nos modes de vie, on connaît déjà ça au Japon, puisqu'on a des robots domestiques, on a des robots qui sont des aides à la personne, on a aussi des robots sexuels qui sont très importants. Mais la question qui se pose est de savoir, en l'occurrence, ces robots seront-ils humanoïdes ? C'est-à-dire, prendront-ils une forme humaine ?
Et ça, c'est très intéressant parce que l'enquête de Christophe Doré avait démontré à l'époque que ça dépend des cultures. Et autant au Japon, qui ont une culture animiste, c'est-à-dire qu'ils ont tendance à présenter une âme dans les objets, ils n'ont pas du tout peur d'une culture robotique humanoïde, donc qui prennent l'apparence de l'homme, et au contraire, cela est favorisé, à la différence des Européens, pour qui finalement le même inquiète. Donc nous, on a peur de ce qui nous ressemble. Donc il est fort à parier qu'en d'ici 2020, nous aurons des robots qui garderont, en tout cas en Europe, l'apparence de robots. Alors, un autre point qui est très important dans cette prospective, c'est évidemment incontournable, le vieillissement de la population. Donc si on se projette dans 20 ans, aujourd'hui on peut dire que l'âge moyen de l'espérance de vie est de 84 ans, dans 20 ans elle sera de 96 ans. Et si on en croit les chiffres de l'INSEE, la population va augmenter, mais va être aussi beaucoup plus âgée. Et là, on peut se baser sur quelque chose d'important. D'ici à peu près 20 à 30 ans, l'âge moyen de la population de moins de 60 ans ne variera pas, mais il y aura une augmentation de 44% des personnes âgées de plus de 60 ans. Donc on va passer de 16 millions à 23 millions en France. Ça change considérablement le rapport à l'économie, à la société entière, le rapport interpersonnel, le rapport au monde, quand on change le rapport à la temporalité. Évidemment, on va entrer dans une cyber économie. Il va falloir repenser nos manières d'être et notre vivre ensemble, et c'est tout l'enjeu qui nous occupe aujourd'hui. Évidemment, le vieillissement de la population va aussi avec une modification dans notre rapport au travail. Tous ces changements s'accompagnent d'une forme de... Évidemment, ça, ce sont des tendances que l'on sent déjà aujourd'hui. On abandonne, notamment dans l'entreprise, un management pyramidal pour préférer un management horizontal, comme on le voit d'ailleurs issu du web. De la même manière, le rapport au travail, on va assister à l'ère des freelancers, ou le couronnement des indépendants, au télétravail, le travail à distance, ou encore quelque chose qui aura aussi son importance, le nomadisme professionnel, abandonnant ainsi la sécurité du CDI qui fera sa disparition à l'aune de 20 ans. Il y a un dernier point qui semble très important, c'est la question de notre rapport à la médecine. En effet, la médecine va connaître de grandes transformations. On va parler de patients augmentés. Aujourd'hui déjà, dans les hôpitaux, on parle de patients experts. Qu'est-ce que c'est qu'un patient expert ? C'est un patient qui représente emblématiquement tous les autres. À la différence, le patient augmenté, c'est celui qui va se renseigner de plus en plus, acquérir des connaissances dans le domaine de la médecine et oser finalement s'opposer à des diagnostics. Donc on va assister à cela. De la même manière, on va connaître de grands changements, notamment dans la vision de la médecine. On parle des 4 P, une médecine proactive, préventive, prescriptrice, une médecine qui en fait responsabilise les patients. En clair, et ça c'est une grande transformation sur laquelle travaillent déjà les GAFAM, cette transformation consiste à responsabiliser le patient vis-à-vis de sa propre santé. Cela signifie que finalement, désormais, quand vous serez malade, ce sera de votre faute. Donc cette médecine préventive est très importante parce qu'elle appuie sur la question de la responsabilité de chacun vis-à-vis de sa propre santé. Une médecine préventive. Aujourd'hui, on est sur une médecine curative et thérapeutique. Dans l'avenir, on sera sur une médecine préventive qui coûtera beaucoup plus cher. On sera même plus sur une médecine à 2 vitesses, mais une médecine à X vitesses, ce qui signifie aussi qu'on va de plus en plus, et ça s'accompagne de ce qu'on connaît aujourd'hui déjà, un hyper-individualisme, et effectivement, on va avoir une médecine à la carte, correspondant au désir de chacun et à cet hyper-individualisme. Je voudrais terminer juste ce petit diagnostic sociétal, cette petite projection de ce qu'on va connaître dans 20 ans, par quelques usages plutôt sympathiques, disparition de la carte bleue, nos modes de consommation vont changer, notamment avec l'imprimante 3D. On va être dans un contexte où l'éducation va évoluer, alors une éducation qui va aussi se faire à distance, l'importance des MOOC qu'on connaît actuellement. Hein. Et ça, c'est intéressant aussi de réfléchir sur une nouvelle forme de pédagogie. Cette pédagogie est celle qui, en l'occurrence, sera moins basé sur le contenu qui est accessible partout aujourd'hui sur le web et demain plus encore, mais sur des méthodologies d'apprentissage. Et c'est déjà d'ailleurs ce qui se passe à Sciences Po. Ce sont des cours qu'on peut déjà donner. Donc il va y avoir une autre manière d'enseigner, une autre manière de transmettre le savoir et un autre rapport à la connaissance. Voici un petit peu ces modifications qu'on pourrait dresser comme diagnostic en clair. Le climat, l'hyperconnexion, la robotique, le vieillissement de la population, le rapport au travail ou encore ce qu'on peut connaître dans l'entreprise, la médecine et quelques usages courants. Je voudrais à partir de là vous proposer une réflexion
et répondre à la question initialement posée, qu'en sera-t-il de notre bien vivre ensemble ? Partant de ce constat, je me suis rendu compte que finalement, un des grands enjeux qui nous incombe dans les années à venir va être ce qu'on peut appeler un retour fondamental à l'éthique. Je rappelle ce que disait déjà Hegel à l'époque, une société ne convoque l'éthique que quand elle est en crise. Revenons à des fondements éthiques. Un des grands piliers de l'éthique classique, on retrouve chez Aristote par exemple, définit ce que c'est que le bien vivre ensemble. Dans la politique, il rappelle que ce qui fonde le bien vivre ensemble dans une cité, c'est le bonheur et la vertu. Comment peut-on être heureux ? En pratiquant justement la vertu. Or, il y a un point sur lequel je voudrais insister. On peut faire autant de réflexion sur l'avenir, d'anticipation possible. Il y a un point qui ne changera pas, c'est la question du sujet moral, ou plus largement, ce qu'on verra tout à l'heure, la question du sujet éthique. On peut parler de morale dans le développement technoscientifique, on ne peut pas parler de progrès en termes de sujet moral. Le bien à l'époque des Grecs a le même sens qu'aujourd'hui et que demain. Et ça, c'est une réflexion qu'on ne doit pas perdre de vue. Alors justement, avant d'aller plus loin, je voudrais reprendre deux propos d'Edgar Morin. Edgar Morin nous rappelle que face à ce triple moteur scientifique, technologique et économique, il faut opposer l'éthique, le culturel et le social. Et de rappeler que le post-humanisme ne se fera pas sans humanisme. Dans un de mes derniers ouvrages, j'ai publié ce qu'on pourrait appeler une définition de l'humanisme hypermoderne, c'est-à-dire un humanisme basé sur une redéfinition de l'homme et une redéfinition des valeurs. Et avant de terminer, je voudrais vous proposer justement, en guise de clin d'œil ou de possibilité de réflexion autour de cette question « Qu'en sera-t-il de notre bien vivre ensemble ?», deux fondements éthiques majeurs que je mets au jour et qui pourraient répondre à l'importance des valeurs que vont prendre notre bien vivre ensemble demain. Première valeur, ce sont des valeurs collectives. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte d'Ancionas, publié en 1979, Principe responsabilité. Ancionas nous explique, en appel à une redéfinition de l'éthique, en disant c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que l'homme est capable de s'autodétruire. Et il en appelle à un impératif éthique, selon lequel on doit interdire toute technologie qui viserait à détruire notre humanité. Aujourd'hui, je pense qu'on doit aller encore plus loin. Et au-delà de l'impératif éthique proposé par Ancionas, je voudrais proposer une forme de ce qui pourrait presque être une forme de transcendance que j'appelle une responsabilité universelle, c'est-à-dire une responsabilité qui nous incombe tous au niveau de l'humanité, une responsabilité qui nous en appelle et qui s'imposerait à nous dans une prise de conscience collective qui rappellerait qu'on ne peut plus faire autrement. Quand on sera au pied du mur d'un drame écologique, quand on sera au pied du mur d'un drame humain, qu'est-ce qu'il nous restera si ce n'est ces valeurs intrinsèquement humaines, si ce n'est cette volonté intrinsèque d'une responsabilité universelle ? Brièvement, je voudrais vous présenter ce que seraient les trois piliers sur lesquels pourrait s'appuyer cette responsabilité universelle. Le premier, donc à venir, le premier pilier, c'est l'autre. On sort de l'hyper-individualisme pour faire de l'autre la référence. J'en rappelle cette phrase de Lévinas qui devrait nous marquer. L'avenir, c'est l'autre. Notre relation à l'avenir, c'est la relation à l'autre. L'autre, désormais, est l'axe majeur de cette responsabilité universelle. Le deuxième point, c'est la question des frontières. Nous sommes dans un contexte de mondialisation. L'ère du numérique et de la virtualité est aussi l'ère qui abolit toute forme de frontières. Cela signifie que les frontières physiques, géographiques ne peuvent plus tenir. Et je pense que la crise des migrants qu'on connaît aujourd'hui est un écho à cette modification-là. Il va falloir qu'on abandonne nos formes de nationalisme, qu'on abandonne nos querelles de territoire et qu'on admette que nous faisons tous partie d'un même monde. En clair, c'est un retour au cosmopolitisme. Pour en arriver à ça, ça ne peut fonctionner que s'il y a ce que j'appelle un consensus politique qui peut créer une harmonie. Un consensus politique qui s'imposera parce qu'on n'aura plus le choix de faire autrement, sous peine de périr, sous peine d'assister à une destruction de ce que l'on a créé. Ça, ce sont pour les valeurs collectives. Je termine par les valeurs individuelles. Il y en a deux fondamentales sur lesquels vont reposer notre bien vivre ensemble, dans 20 ans, dans 30 ans. La première, c'est un retour à la sincérité et à l'authenticité. Ce qui signifie que, comme une sorte de formation réactionnaire, dans un monde technoscientifique, où tout semble sous contrôle, où tout semble maîtrisé, où tout semble cadencé, on va avoir un besoin profond
naturel de revenir à l'essence même de ce qui fonde l'humanité en l'homme. Cette humanité en l'homme, c'est ce qu'on appelle un retour à l'authenticité ou encore une volonté d'être sincère, c'est-à-dire d'être soi-même, d'affirmer notre subjectivité, le principe même que nous sommes tous différents dans un monde de plus en plus conformiste et uniforme, dans un monde de machines en clair. Et le deuxième point sur lequel, la deuxième valeur qui va être évidente, c'est la créativité. Pourquoi ? Parce que là encore, il nous faudra résister à ce conformisme, à cet endroit, à ces mondes dans lesquels on veut nous enfermer, dans ces modes de fonctionnement. Et notre seule manière de pouvoir résister va être en permanence de faire usage dans des fondements, encore une fois, de ce qui fait l'homme dans cette humanité, à savoir son pouvoir de créativité, son pouvoir créateur. Je termine et je résume. Notre bien vivre ensemble ne pourra fonctionner qu'à la condition d'une éthique. Une éthique qui en passera par une nouvelle forme d'éducation. Quand au début du XXe siècle, on avait à l'école des cours de morale, désormais on aura des cours d'éthique. Qu'est-ce que c'est que l'éthique ? C'est une réflexion collective sur notre bien vivre ensemble par essence. Deux piliers dans cette éthique à venir, ce que j'appelle une responsabilité universelle dans un premier temps, fondée sur l'axe de l'autre, sur l'abolition des frontières et sur un consensus politique, et sur des valeurs plus personnelles, telles qu'un retour à la sincérité ou à l'authenticité, ou encore sur la créativité. Je vous remercie.